Bonjour, Lumière d'Italie, saison 1, épisode 4. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humanisme et du retour de Platon. Voilà. Alors, l'Italie est bien la patrie de l'humanisme, ce courant au contour un peu flou qui va s'épanouir dans toute l'Europe. En France, avec notre grand Rabelais, en Hollande avec Erasme. Avant que le terme humanisme ne soit créé à la fin du XVIIIe, début du XIXe, il y avait des humanistes, c'est-à-dire des hommes qui se vouaient à l'étude des humanités, puisque c'était ainsi qu'on le disait, à l'étude des humanités, à la différence des choses divines. Alors, le mot humanisme lui-même est dû à l'historien suisse Jacob Burckhardt, 1818-1897, dont l'œuvre majeure est consacrée justement à la civilisation de la Renaissance italienne. Alors il convient de faire remonter l'humanisme comme courant intellectuel et culturel au XIVe siècle pour l'Italie. C'est un peu plus tard en France. Alors ce qui le caractérise, c'est ce retour aux humanités qu'il faut entendre ici dans le sens de la culture qui a existé en dehors de la culture religieuse, c'est-à-dire essentiellement la culture des auteurs de l'Antiquité, puisque d'ailleurs le mot de culture lui-même est en quelque sorte réinventé par Cicéron dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. Alors on s'intéressera ici non pas à l'humanisme en général, mais seulement à la naissance de l'humanisme en Italie et sa naissance italienne. Alors, où est né l'humanisme ? Il naît essentiellement dans ces villes dont nous avons parlé précédemment, et où commencent à foisonner les érudits, des érudits qui, la plupart du temps, d'ailleurs, sont des amateurs. Il n'y a pas de professionnels, de professeurs, etc. Non, ce sont des amateurs. Alors, pour commencer, on va évoquer trois figures importantes, qui sont Pétrarque, 1304-1374, Boccace, 1315-1375, et puis, un peu après ces deux-là, Leonardo Bruni, 1369-1444. Alors, Pétrarque est né à Arezzo, donc c'est aujourd'hui situé en Toscane, et Boccace, lui, est né à Certaldo. Certaldo, c'est en Toscane, c'est pas très loin de Florence, en vérité. Alors, tous les deux sont des poètes très connus à leur époque. Leur célébrité n'est pas posthume. Le père de Boccace était un proche de Dante, de Pétrarque, était un proche de Dante, et il avait été banni de Florence, et pour cette raison, par les guelfes noirs, on en a parlé aussi dans les séances précédentes. Et donc sa famille va s'installer où ? En Avignon, voilà. En Avignon, en Italie peut-être. En 1312, et le jeune Francesco Petrarca sera initié à la culture latine antique sous la férule d'un maître toscan qui enseignait à l'époque Carpentras. Voilà. Encore une preuve que l'Europe existait déjà bien avant que quelques technocrates s'en occupent. Alors Pétrarque va suivre les cours de droit à l'université de Montpellier, puis à celle de Bologne. Il va se lier aux jeunes Colonna, l'une des plus puissantes familles romaines, et puis il reviendra ensuite en Avignon, détestera la cour pontificale. On trouve des textes extrêmement virulents contre la cour pontificale. Mais c'est aussi là qu'il va faire la rencontre de celle qui va devenir sa muse, Laure de Sade, une lointaine ancêtre du célèbre marquis d'ailleurs, avant de retourner en Italie, d'abord à Milan, puis à Arques où il mourra. Alors c'est pour Laure qu'il va écrire, composer ses œuvres les plus célèbres, le Canzoniere, un ensemble de 366 poèmes, écrits en langue vulgaire, c'est-à-dire en italien. Voici ce qu'en dit Pétrarque. Laure, célèbre par sa vertu et longuement chantée par mes poèmes, apparut à mes regards pour la première fois au temps de ma jeunesse, en fleurs, l'an du Seigneur 1327, le 6 avril, à l'église de Sainte-Claire d'Avignon, dans la matinée. Voilà. Alors ces voyages vont lui permettre de retrouver quelques textes majeurs tombés dans l'oubli. C'est à Liège, par exemple, qu'il va retrouver le Proarchia de Cicéron. Et à Vérone, Ad Atticum, Ad Quintum et Ad Brutum, du même Cicéron.
Un séjour à Paris va lui permettre de retrouver aussi les poèmes élégiaques de Properce. En 1350, la révélation de Quintilien marqua, au dire du poète, son renoncement définitif au plaisir des sens. Et grâce à son travail philologique, on a reconstitué les premières et quatrièmes décades de l'histoire romaine de Tite-Live, et il laisse derrière lui une œuvre poétique considérable, écrite en italien, et aussi une œuvre philologique. Il a traqué les œuvres latines anciennes, il a restauré des textes, dénoncé des faux. Il est aussi un philosophe, puisqu'il tente une synthèse du christianisme et de la sagesse antique, principalement stoïcienne. Son grand livre dans ce domaine s'appelle « Les remèdes aux deux fortunes ». Il est écrit en latin et il commence ainsi : « Quand je considère la situation et la fortune des hommes, et les mouvements incertains et soudains des choses, je ne trouve rien de plus fragile, de plus inquiet que la vie humaine. Je vois que la nature a donné aux autres êtres animés un remède d'un genre étrange, l'ignorance d'eux-mêmes, mais qu'il nous a été réservé de voir la mémoire, l'intelligence, la prévoyance douaire, admirables et divins de notre âme, tourner à notre ruine et servir à notre peine. » Voilà. Il s'agit dans ce livre d'essayer de donner des remèdes aux deux fortunes, car s'il est assez courant de savoir résister à la mauvaise fortune, de faire preuve de vertu, beaucoup plus rarissimes, nous dit Pétrarque, sont ceux qui ont su résister à la bonne fortune. Alors voilà, son compatriote Jean Boccas, Giovanni Boccaccio, est un Florentin né à Certaldo. On peut d'ailleurs encore visiter la maison de Boccas à Certaldo. Il a fait ses études à Naples, et puis à son retour à Florence en 1340, il s'est justement lié d'amitié avec Pétrarque. La grande peste noire de 1348 l'épargne, mais elle va être l'occasion pour lui d'écrire son chef-d'œuvre, le Décameron, et ce livre qui fait de lui l'un des grands prosateurs de la langue toscane, même si à la fin de sa vie, d'ailleurs, Boccas va revenir au latin. Le Décameron est une des grandes œuvres de la littérature italienne, pratiquement à l'égal de la Commedia de Dante. Boccas a d'ailleurs eu l'idée de l'illustrer lui-même par des dessins à la plume. C'est donc une sorte d'auteur de bande dessinée. Alors cette œuvre est une véritable comédie humaine, et elle sera traduite très rapidement dans les principales langues du continent. Alors le thème en est le suivant. Durant la peste qui frappe la ville de Florence en 1348, peste dont l'auteur a été témoin, 3 jeunes hommes et 7 jeunes femmes se réunissent à l'église Santa Maria Novella et prennent la décision de s'isoler dans une ville lointaine pour échapper à la peste. Voilà. Alors dans ce lieu, pour éviter de repenser aux horreurs qu'ils ont vues, les jeunes gens se racontent des contes les uns aux autres. Ils restent ainsi durant 14 jours dans la villa, mais sans raconter d'histoire les vendredis et samedis. Ça fait donc 10 jours à se raconter des histoires, d'où le titre Décameron. Chaque jour, un des participants qui a le rôle de roi et décide du thème, des contes. Cependant, le 1er et le 9e jour, cette règle n'est pas appliquée. Au total, donc, l'œuvre se compose de 100 récits, de longueur inégale d'ailleurs. Alors, Pétrarque et Boccas sont tous les deux des admirateurs et des héritiers de Dante. Comme lui, il donne ses lettres de noblesse à la langue vulgaire, c'est-à-dire à l'italien, bien qu'ils soient l'un et l'autre complètement pénétrés de la culture latine classique. Troisième personnage que je vais citer pour commencer cet exposé sur ce qu'a été l'humanisme italien, c'est Leonardo Bruno, lui aussi est un arétin, donc originaire d'Arezzo. Et à ses dires, c'est Pétrarque qui est à l'origine de sa vocation. C'est pour ça que j'ai mis les 3 ensemble, parce qu'ils sont tous liés d'un certain point de vue. Alors, Leonardo Bruni est un philosophe, un humaniste, il a été secrétaire du pape et chancelier de Florence, un poste où il succède à un autre penseur qu'on a évoqué la dernière fois, Coluccio Salutati. Alors, le titre de chancelier était une sorte de directeur de la fonction publique. C'est d'ailleurs un poste qu'occupera Machiavel. Alors, Bruni est non seulement un latiniste, ce qui est évidemment très courant à l'époque, mais aussi, ce qui est un peu moins courant, c'est un helléniste.
et il est un traducteur d'Aristote. Il propose de nouvelles méthodes de traduction qui vont tenir compte du sens et du contexte, autant que des significations admises des mots. Et là aussi, exactement comme Pétrarque avec le latin, tous ces auteurs sont des philologues, des amateurs de la langue, qui ont contribué beaucoup à réfléchir sur les problèmes de la traduction et à développer un certain nombre de techniques. Et Bruni, mais je l'avais signalé aussi, est également l'auteur d'une histoire de Florence, que reprendra Machiavel un petit peu plus tard. Voilà pour ces trois personnages emblématiques de ce qu'était l'humanisme florentin, en l'occurrence, au XIVe siècle et début du XVe. Alors il y a un autre courant que je vais aborder, qui me semble également emblématique de ce qu'a été l'humanisme, c'est le courant qui est lié au retour de la philosophie de Platon. On va commencer par évoquer Platon, architecte et peintre, aussi curieux que ça puisse paraître. On sait qu'avec, et on vient de le dire, qu'avec Leonardo Bruni, les antiquités grecques sont remises en honneur. Alors, Aristote est bien connu, parce qu'il est connu notamment par le travail de saint Thomas et par les traductions latines, mais Platon reste encore dans l'ombre. L'humanisme italien va remettre Platon à l'honneur, il va reprendre cette place absolument dominante qu'il a dans toute l'histoire de la philosophie. Et le néoplatonisme est déjà influent, par exemple, chez Pétrarque. Mais l'influence platonicienne va beaucoup plus loin que ça. On associe souvent l'humanisme à l'invention de la perspective. Alors c'est la thèse qui est soutenue notamment par Eugenio Garin. Alors, pourquoi ? Parce que ce retour du platonisme va marquer l'importance des réflexions sur les mathématiques et sur la géométrie dans toute la pensée artistique italienne. Alors le précurseur ici, c'est certainement Filippo Brunelleschi, 1377-1446, qui est l'architecte de cet incroyable dôme de Santa Maria del Fiore à Florence. Alors on dit parfois qu'il était l'inventeur de la perspective, qui a été théorisée plus par Léon Battista Alberti, 1404-1472. Giorgio Vasari dit à propos de Brunelleschi: avec la diligence du grand Filippo Brunelleschi, l'architecture a redécouvert les mesures et les proportions des anciens, aussi bien dans les colonnes rondes que dans les piliers carrés, dans les cantonnements rustiques et leur propre partie, puis on a distingué ordre par ordre et on a vu la différence entre eux. Brunelleschi donc est un géomètre qui cherche à construire grâce à des modules géométriques. Alors, cette vision géométrique est typique de l'ambiance platonicienne et elle pénètre progressivement tous les milieux intellectuels. Pourquoi typique de l'ambiance platonicienne ? Tout simplement parce que quand on lit le Timée de Platon, qui est la grande référence de tous ces penseurs, Platon imagine que le monde est structuré mathématiquement. Ça, c'est ce qu'il tient de Pythagore. Et il imagine que tous les corps qui composent ce monde sont des solides qui sont fabriqués à partir de solides élémentaires qui eux-mêmes sont des combinaisons de triangles. Je vais y revenir. Alors, ce qui se trouve en architecture, on le trouve en peinture, et ici, il faut citer Piero della Francesca, 1420, c'est pas trop, et 1492, qui est un lecteur attentif de Platon, et notamment, j'y viens, son traité des 5 corps réguliers est issu directement du Timée. Alors ce traité est écrit en latin, il est entièrement consacré aux 5 solides, et ceux-ci sont les polyèdres réguliers qu'avait déjà isolé Platon, et on n'en a pas retrouvé d'autres depuis, c'est-à-dire les solides dont la face est formée dont la surface est formée de faces polygonales qui, par rapport à tous les autres polyèdres, ont la caractéristique d'avoir toutes leurs faces arêtes et angles égaux et de même taille. Voilà. La découverte de ces solides réguliers est attribuée généralement à Pythagore, à qui on attribue beaucoup de choses, et peut-être plus qu'il n'en a trouvé. Et le premier à y mentionner, c'est Platon dans le Timée. Platon les décrit en détail, bien que le premier qui ait décrit leur construction a été, quelques décennies plus tard, Euclide,
Et en fait, Piero della Francesca a peut-être plus trouvé son inspiration chez Euclide que chez Platon dans le Timée. Mais bon. Cependant, Platon ne s'est pas contenté de les décrire, car il leur a donné une valeur symbolique. 4 d'entre eux étaient associés aux 4 éléments de l'univers. L'un, le dodécaèdre, était le symbole de l'univers lui-même. Alors, Piero n'est pas vraiment intéressé par toute cette symbolique philosophico-mystique. Il étudie les 5 polyèdres réguliers à des fins purement pratiques. Alors, quels sont ces 5 polyèdres réguliers? Les voici. D'abord, la pyramide à base triangulaire, ce qu'on appelle un tétraèdre. Les 4 faces sont des triangles. Alors, il s'agit évidemment de triangles équilatéraux. Le cube, qu'on appelle aussi hexaèdre, est composé de 6 faces carrées. L'octaèdre est composé de 8 faces triangulaires. Et le dodécaèdre est composé de 12 faces pentagonales. Et enfin, on va voir l'icosaèdre, qui est fait de 20 faces triangulaires. D'autres solides réguliers ne sont pas possibles. La démonstration en a été faite. Et alors, dans ces solides réguliers, donc toutes les faces ont la même surface, et toutes les arêtes ont la même taille, et tous les angles ont la même ouverture. Alors, tout ça, Piero della Francesca va essayer d'en tirer un parti pictural. L'un de ses meilleurs amis, le mathématicien Luca Pacioli, a développé ce que le peintre avait écrit dans son traité De Divina Proportione, de la proportion divine. Il a fait illustrer son traité par Léonard de Vinci. Alors, Piero della Francesca était conscient qu'il existait un lien profond entre les 5 solides réguliers et la perspective, technique qui permet de représenter un espace tridimensionnel sur un support bidimensionnel. S'exercer sur les solides réguliers signifie donc apprendre le dessin en perspective, ce qui est fondamental pour la représentation de l'espace sur une base scientifique. Alors ensuite, tout ça va connaître des développements qu'on connaît un petit peu, mais il faut bien voir comment ces développements artistiques sont liés à une certain attrait pour la philosophie de Platon et pour les mathématiques. Alors pour Piero, par exemple, pour Piero, donc la représentation d'un espace tridimensionnel suppose que les objets qu'il compose soient étudiés analytiquement, dans leur forme, dans leur position par rapport au lieu qui les contient, dans leur relation avec d'autres objets. L'étude des polyèdres réguliers n'est donc qu'un moyen d'aborder ce qui sera plus tard l'étude des formes complexes, et parmi ces formes complexes, évidemment, la figure humaine, la plus complexe à représenter à perspective. Alors, cette idée que les formes les plus complexes et apparemment les moins mathématiques puissent être étudiées mathématiquement, c'est une idée qu'on va retrouver dans toute l'époque moderne, et en particulier, c'est Leibniz qui va en faire la théorie la plus achevée. Et on pourrait dire ici donc que Piero della Francesca est le représentant de ce qu'on va appeler l'humanisme mathématique. Alors, puisqu'on est sur Platon, on va venir au cœur du sujet, c'est-à-dire à Platon lui-même, tel qu'il va être redécouvert dans l'ambiance italienne. Et ici, nous allons parler de Marcille Ficin et de la fondation de l'Académie platonicienne de Florence. Alors, Marsilio Ficino, 1433-1499, est la figure principale donc, de ce platonisme florentin. Il est né à Filini Valtorno, une ville aujourd'hui incluse dans la métropole florentine, et il est mort à Careggi, qui est aujourd'hui un des quartiers de Florence. Il se destinait à devenir médecin, comme son père, mais la rencontre avec la philosophie, et surtout avec Platon, va le détourner de cette voie. Après des études à Bologne, il retourne à Florence. Son protecteur est Côme de Médicis, de la grande famille des Médicis qui domine Florence pendant plusieurs siècles, avec quelques interruptions, fort heureusement. Côme de Médicis, après avoir écouté en 1438 les leçons du philosophe byzantin platonicien gémiste Platon, venu en Italie à l'occasion d'un concile qui visait à réconcilier les églises d'Orient et d'Occident, Côme de Médicis a l'idée de faire renaître une sorte d'académie, et il a offert à Marcille de Ficin
un manuscrit des œuvres de Platon, il lui a demandé de le traduire en latin. Voilà. Très important ce colloque de 1438 où les lettrés byzantins et italiens vont se rencontrer, vont commencer à échanger. Ça prélude quelque chose qui va se poursuivre dramatiquement d'ailleurs après la chute de Byzance. Alors Marsil traduit Platon, puis il traduit Plotin. Plotin, c'est sur l'insistance de Pic de la Mirandole, Pico, et puis il va diriger cette académie. Dans cette académie, il défend Platon contre Aristote, et pour Marsil Fuissin, Aristote est accusé de détruire la religion, ce qui n'est peut-être pas faux. Et ce que cherche Marsil, c'est de faire du platonisme une philosophie du christianisme. Par ailleurs, il est très attiré par d'autres traditions importantes dans cet environnement humaniste, qui c'est la tradition hermétiste, et par l'astrologie. Alors du coup, tout ça lui vaudra des accusations de sorcellerie de la part de l'Église. Il a un disciple très connu, dont je dirai quelques mots ensuite, qui est Pico de la Mirandola, Pic de la Mirandole, qui est peut-être le représentant achevé de l'humanisme, en tous les cas celui qui en a écrit le manifeste. Alors Marsil est le témoin le plus connu donc, de ce retour du platonisme, mais la chute de l'Empire va accélérer le mouvement qui amène les lettrés d'Orient en Occident. En fait, les dernières années de l'Empire byzantin avaient été des années de renaissance intellectuelle, très curieusement, de retour aux sources de l'Antiquité grecque. C'est un Byzantin qui devient le cardinal Bessarion et qui va fonder la Bibliothèque du Vatican, et il mène un travail de traduction du grec au latin, et il rassemble autour de lui une véritable académie. Voilà. Et c'est ainsi qu'en 1460, il confie à l'astronome Feuerbach le soin de composer un abrégé commenté de l'Almageste de Ptolémée. Ce cardinal Bessarion protège les humanistes menacés par l'Église, comme Lorenzo Valla, on en reparle à l'instant, reçoit les savants grecs exilés après 1453. En 1468, il lègue sa bibliothèque qui comporte 746 manuscrits, entre autres un manuscrit de la bibliothèque de Photius, à la République de Venise. Et avec 313 autres manuscrits ajoutés à sa mort, va être constitué ainsi le fonds de la superbe Bibliotheca Martiana de Venise. Je dis juste un petit mot sur cette translation des études. On a, ces dernières années, sous l'influence de quelques professeurs, comme Alain de Libera par exemple, on a privilégié de façon très abusive la translation des études grecques par l'intermédiaire des Arabes pour arriver en Europe. Cette translation des études, d'abord, a été effectivement faite par les Arabes, mais essentiellement par les Arabes chrétiens. Les philosophes arabes musulmans qui se sont essayés à la philosophie grecque ont assez rapidement rencontré des problèmes sérieux. C'est le cas d'Averroès. Et la grande translation des études, elle va se faire d'abord par la chute de l'Empire byzantin. Alors, la première édition imprimée des œuvres de Platon voit le jour à Florence, des œuvres complètes, en 1484-1485. Cela dit, c'est pas à Florence que l'édition majeure pour nous va être faite, c'est l'édition d'Henri Étienne, qui est un imprimeur français, il est né à Paris, mais qui va publier en 1578, à Genève, l'édition qui servira de référence et qu'on utilise encore aujourd'hui. Tous les textes de Platon du monde entier sont repérés avec les numéros de pages et les numéros de colonnes de l'édition Étienne, quelle que soit la version, la traduction, la maison d'édition, la collection. Si vous trouvez, je ne sais pas moi, tel dialogue, République 38A, eh bien vous savez que c'est la page 38 de la colonne A dans l'édition Princeps d'Étienne. Alors, cet Étienne d'ailleurs, ou Estienne, moi je dis Étienne, fils d'imprimeur, a reçu une solide éducation humaniste. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, notamment en Italie, et qui s'est établi comme imprimeur à Genève pour une raison qu'on comprend tout de suite, il était plutôt calviniste.
Alors, comme j'ai évoqué son nom tout à l'heure, je vais citer une mauvaise tête dans cette bande d'humanistes qui sont tous, malgré tout, plutôt bien vus dans le monde et du côté des princes de l'Église. La mauvaise tête, c'est Lorenzo Valla, 1407-1557. Alors Lorenzo Valla, c'est un philologue, philosophe, qui enseignera dans diverses universités, dont celle de Naples. Encore une fois, régulièrement, on parle des études à Naples, de l'université de Naples, etc. Il ne faudra jamais oublier Naples quand on parle de l'histoire intellectuelle de l'Italie. Il ne se contente pas des auteurs grecs et romains anciens, il s'intéresse aux écrits fondamentaux des chrétiens. Alors c'est par exemple lui qui va montrer que les fameux actes des apôtres n'ont pas été écrits par les apôtres. Voilà. Et puis après Dante, il va aussi contribuer à la démonstration que la donation de Constantin, qui donnait, je vous le rappelle, l'Empire romain au pape, cette donation de Constantin est un faux. Alors, Lorenzo Valla est une figure exceptionnellement importante, non seulement pour la culture italienne, mais surtout en tant que représentant de l'humanisme européen le plus pur. Ces critiques impitoyables de l'Église catholique de l'époque en font d'un certain point de vue un précurseur de Luther. Mais il est aussi le promoteur de nombreuses révisions des textes catholiques, par son travail de philologie sur les textes. Son œuvre est fondée sur une profonde maîtrise de la langue latine et sur la conviction que c'est une connaissance insuffisante du latin qui est la véritable cause du langage ambigu de nombreux philosophes. Lui aussi, il a peut-être raison. Valla était convaincu que l'étude attentive, l'utilisation correcte de la langue étaient les seuls moyens d'une acculturation fructueuse et d'une communication efficace. Grammaire, manière appropriée de s'exprimer, était selon lui la base de chaque énoncé. Et même avant c'était la base de la formulation intellectuelle elle-même. Voilà. La maîtrise de la grammaire, de la syntaxe sont les conditions de la formulation de propositions claires et donc discutables. Voilà. Un homme dont il faudrait retraduire les œuvres et les envoyer immédiatement au ministère de l'Éducation nationale pour qu'il fasse réfléchir tous les futurs professeurs à ces questions-là. Et donc, de ce point de vue, ces écrits sont cohérents puisque chacun d'eux s'attarde avant tout sur la langue, sur son utilisation rigoureuse, sur l'identification des applications erronées de la grammaire latine. Aujourd'hui, d'ailleurs, le recul historique nous permet de distinguer dans l'œuvre de Valla essentiellement deux volets, le volet critique et le volet philologique. Bien qu'il ait montré des talents exceptionnels d'historien dans ses écrits critiques, on ne retrouve pas cette capacité dans la seule œuvre qui a été définie comme historique, à savoir sa biographie de Ferdinand d'Aragon, somme toute un modeste recueil d'anecdotes. Alors, j'en viens maintenant à celui dont j'ai dit qu'il était peut-être l'auteur du manifeste de l'humanisme, qui est Pico della Mirandola, 1463-1494. Il est né près de Modène, dans une famille qui est apparentée aux Sforza, excusez du peu, aux Gonzague, aux d'Este, c'est-à-dire à toutes les grandes familles qui dirigent maintenant l'Italie du Nord. Alors il est très doué pour les mathématiques, il a appris plusieurs langues, parlait très bien le latin, le grec, l'hébreu, l'araméen, le français. Il s'est lié d'amitié non seulement avec Marsile de Padoue, qui était plus âgé que lui, mais aussi avec Savonarole. Il a fait partie de l'Académie platonicienne de Florence, mais il a aussi suivi des cours à la Sorbonne. Il a une mémoire phénoménale, il connaissait par cœur la Commedia de Dante. Et il est mort en 1494, alors que les troupes françaises occupaient Florence, et il est mort d'un empoisonnement à l'arsenic. Il aurait eu, nous dit-on, une concubine secrète, mais aussi un amant. C'est vraiment un homme de notre temps, à moins que nous fassions aujourd'hui tout un plat de mœurs qui était autrefois pas si rare que ça. Si on veut bien cesser de considérer que nous sommes les inventeurs de tout ce qu'il y a de moderne. Platonicien comme son professeur Marsile, il a cherché une réconciliation de toutes les spiritualités, aussi bien chrétiennes que musulmanes et hébraïques.
Son texte le plus connu, c'est l'Oratio de hominis dignitate, discours de la dignité de l'homme, qui aurait dû introduire ces 900 thèses philosophiques, théologiques et kabbalistiques. Ce jeune homme qui n'a donc que 24 ans à cette époque propose ni plus ni moins qu'une nouvelle philosophie qui serait en quelque sorte la synthèse de toute la pensée de l'humanité. Alors tout ça lui vaut quelques ennuis avec la papauté, et puis accessoirement aussi avec le mari de sa maîtresse, un Médicis, cousin des maîtres de Florence, avec qui, fort heureusement pour lui, il est quand même en bons termes. Alors le texte de La dignité de l'homme a sans doute un prédécesseur dans l'histoire de la pensée. Ce prédécesseur n'est pas du tout un Italien. Là encore, ça ramène à mon introduction sur le caractère européen de tout ça. Ce prédécesseur, c'est Maître Eckhart, notamment le sermon de Maître Eckhart sur l'homme noble. Maître Eckhart, qui est un des grands mystiques allemands, ce qu'on a appelé la mystique rhénane. Alors on pourrait faire d'autres rapprochements entre la pensée de Pico et ses prédécesseurs, on va s'en tenir à lui. Très vénérable père, dit-il, j'ai lu dans les écrits des Arabes que le Sarrasin Abdallah, comme on lui demandait quel spectacle lui paraissait le plus d'admiration sur cette sorte de scène qu'est le monde, répondit qu'il n'y avait à ses yeux rien de plus admirable que l'homme. Pareille opinion est en plein accord avec l'exclamation de Mercure, Hermès, Ô Asclépios, c'est une grande merveille que l'être humain. Voilà. Vous voyez, ici sont convoqués non seulement un représentant de la religion mahométane, mais aussi Hermès Trismégiste. La merveille du monde, nous dit Pico, c'est l'homme. Il n'y a rien de plus admirable. Alors, qui c'est cet Hermès Trismégiste que vient de convoquer Pico? Eh bien, ici, il faut remonter à l'histoire de la filiation entre Grecs et Égyptiens. L'Hermès grec serait le Thoth des Égyptiens. Hermès Trismégiste et Hermès, c'est-à-dire ce dieu, 3 fois grand, Trismégiste, c'est-à-dire que c'est à lui qu'on en attribue l'ensemble des textes de la tradition qu'on appelle hermétique. Comme l'hermétisme a été transmis à travers les siècles à la manière d'un savoir supérieur, réservé à peu de gens, Hermès Trismégiste, le grand dieu égyptien, inventeur de l'écriture, Thoth, ainsi qu'on trouve ça dans le Phèdre de Platon, est clairement identifié à Hermès, identification qu'on trouve déjà chez Hérodote. Et il a été considéré, cet Hermès ou ce Thoth, pendant très longtemps comme un grand savant, et notamment pendant tout le Moyen-Âge, et ceci malgré l'hostilité d'Augustin, qui voyait quand même un retour tout à fait suspect des païens. Par conséquent, lorsque le moine Leonardo da Pistoia, ou Leonardo le Macédonien, disait-on, vint de Macédoine à Florence avec les 14 premiers traités de ce qui allait devenir le Corpus Hermeticum, les humanistes de Florence l'accueillent avec enthousiasme et se plongent dans ses textes. En 1463, comme de Médicis, a chargé Marsile Ficin de traduire avant tout Hermès Trismégiste, puis Platon. Et Pic de la Mirandale s'inscrit dans cette tradition. Mais pour Pico, il faut d'autres arguments plus puissants que ceux que lègue la tradition. Voici ce qu'il dit encore. Il dit « Réfléchissant au bien fondé de ces assertions, je n'ai pas trouvé suffisante la foule de raisons qu'avance en faveur d'une supériorité de la nature humaine une foule de penseurs. L'homme, disent-ils, est un intermédiaire entre les créatures, familier des êtres supérieurs, souverain des inférieurs, interprète de la nature, grâce à l'acuité de ses sens et à la perspicacité de sa raison, à la lumière de son intelligence, situé entre l'éternel immobile et le flux du temps, copule, ou plutôt hymen du monde, selon les Perses, à peine inférieur aux anges, selon les témoignages de David. De tels arguments sont certes de taille, mais ce ne sont pas des arguments fondamentaux. Je veux dire ceux qui réclament à bon droit le privilège de la plus haute admiration. Car pourquoi ne pas admirer davantage les anges eux-mêmes et les bienheureux cœurs du ciel? Et alors Pico va élaborer une théorie étrange, un mixte du mythe de Prométhée et de la Genèse. Je continue aussi quand tout fut terminé, comme l'atteste Moïse et Timée, vous voyez, l'esprit de synthèse, pensa-t-il en dernier lieu à créer l'homme.
Or, il n'y avait pas dans les archétypes de quoi façonner une nouvelle lignée, ni dans les trésors de quoi offrir au nouveau fils un héritage, ni sur les bancs du monde entier la moindre place où le contemplateur de l'univers puisse s'asseoir. Tout était déjà rempli. Ça nous rappelle le mythe de Prométhée, qui arrive quand Épiméthée a tout distribué, qu'il n'y a plus rien pour l'homme. Tout avait été déjà distribué aux ordres supérieurs, intermédiaires ou inférieurs. Il n'eût pas été digne de la puissance du Père de faire défaut, comme épuisé par la dernière phase de l'enfantement. Il n'eût pas été digne de la sagesse de tergiverser, faute de résolution dans une affaire nécessaire. Il n'eût pas été digne de l'amour bienfaisant que l'être appelé à louer la libéralité divine dans les autres créatures fut contraint de la condamner en ce qui le concernait lui-même. En fin de compte, le parfait ouvrier décida qu'à celui qui ne pouvait rien recevoir en propre serait commun tout ce qui avait été donné en particulier à chaque être isolément. Il prit donc l'homme, cette œuvre indistinctement imagée, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes : « Si nous t'avons donné à Adam ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaité, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par les lois que nous avons prescrites. Toi, aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement auquel je t'ai confié, qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que de là tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c'est afin que doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en forme intermédiaire, en forme inférieure, qui sont bestiales, tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures, qui sont divines. Voilà. Ainsi, l'homme sera en quelque sorte celui qui peut se choisir, qui peut choisir ce qu'il sera. Il dispose de cette faculté que n'ont aucune des autres créatures de décider. C'est à la fois une liberté et une dignité toute particulière. Et ce qu'il faut tirer de ça est assez simple, à nous faire comprendre, dit encore Picault, qu'il appartient, puisque notre condition native nous permet d'être ce que nous voulons, de veiller par-dessus tout à ce qu'on ne nous accuse pas d'avoir ignoré notre haute charge pour devenir semblable aux bêtes, de somme aux animaux privés de raison, que l'on dise plutôt avec le prophète Asaph, vous êtes tous des dieux et des enfants du Très-Haut. Gardons-nous d'abuser de l'extrême bienveillance du Père, en faisant un funeste usage du libre choix qui nous a donné pour notre salut. Je crois qu'on voit très clairement dans ce texte que j'ai cité un peu longuement, une exaltation de l'homme. L'homme, dans la tradition chrétienne avant l'humanisme, était une créature déchue par sa propre faute, mais une créature déchue. Et ici, Picault loue la dignité de l'homme. Voilà. Et sa liberté essentielle, qui le rend, d'un certain point de vue, l'égal de Dieu. Voilà. Alors, pour terminer, quelques mots sur la portée de cet humanisme italien. Cet humanisme de la Renaissance italienne est à la racine de notre modernité. Et ce, de plusieurs manières. J'ai envie d'ajouter aussi pour le meilleur et pour le pire, mais ça sera pour la discussion. Il va d'abord développer le goût de l'étude, voilà, celui de l'érudition, sans passer par des tas de filtres qui vous donnent à lire un livre ou 2 livres, et puis c'est tout. Le goût de la connaissance historique. Bref, il va nourrir et encourager cette concupiscence condamnée par Augustin, la libido sciendi, la curiosité, le savoir pour le savoir. Et le savoir pour le savoir, pas le savoir en vue de quelque chose, mais le savoir parce qu'il a lui-même sa propre fin, c'est le fondement de ces humanités qui ne sont rien d'autre qu'une sorte de culte voué à l'esprit humain et à ses productions. Et du même coup, l'humanisme a du même mouvement développé l'esprit critique. Les textes doivent être établis.
Il n'y a pas un intermédiaire qui possède la vérité du texte. Le texte doit être relu, retraduit, établi clairement, déterminer ce qui a été ajouté, déterminer en quoi il a pu être perverti. Les textes doivent être établis, et il faut être capable de ce recul qui peut déplaire aux autorités. On confronte également des pensées qui sont très opposées au dogme enseigné par l'Église catholique. Alors tous ces humanistes sont des chrétiens fervents, ne nous trompons pas. L'incroyance, c'est un phénomène qui va se développer dans l'humanisme, et beaucoup plus tard, et peut-être plus en France qu'en Italie. Mais ces humanistes qui sont des chrétiens fervents, alors pas tous, parce que Valla était un mauvais chrétien, mais ils concourent à l'ébranlement global du système, et finalement à la propagation de l'incroyance. Alors de ce point de vue, le protestantisme n'est pas du tout un humanisme. Il se présente plutôt comme une réaction contre l'humanisme. D'ailleurs, le grand humaniste qui était Erasme est un adversaire résolu de Luther. Du reste, le protestantisme n'a jamais marché en Italie, on avait déjà évoqué cette question, alors que des mouvements comme celui de Savonarola à Florence auraient pu aller dans le sens de la réforme. Non. Un petit peu plus tard, on verra ça, Giordano Bruno, qui est lui aussi une de ces mauvaises têtes qui va critiquer de façon assez virulente l'Église catholique, est en même temps anti-luthérien. Et d'ailleurs, s'il est obligé de choisir, Bruno préfère encore les catholiques aux protestants. Voir son grand livre qui s'appelait Il Spaccio della Bestia Trionfante. Alors l'humanisme érudit va être critiqué à l'aube des temps modernes. On ne peut donner qu'un exemple ici. On classe souvent Montaigne parmi les humanistes, mais pour moi c'est une erreur. Montaigne ne veut nullement élever l'homme. Le discours de Pico della Mirandola, c'est le contraire de ce que dit Montaigne. Mais il veut le rabaisser. Il faut rabaisser son orgueil, dit-il. Et l'apologie de Raymond Sebond, qui est quand même le texte le plus conséquent, le plus structuré de tous ces essais de Montaigne, l'apologie de Raymond Sebond peut être lue comme un manifeste contre l'humanisme. D'autre part, bien que Montaigne lui-même soit fort instruit, qu'il cite les lettres latines à tout propos, mais il s'en prend aux têtes bien pleines. Voilà. Cette érudition de l'humanisme, elle est critiquée par Montaigne. Descartes, qui est à bien des égards un successeur de Montaigne, puisqu'il est l'homme qui répond aux objections de Montaigne sur la question de la vérité, eh bien Descartes, lui, propose tout simplement de faire table rase de tout ce qu'on a appris dans les écoles. Voilà. Par contre, cette tradition de l'humanisme, elle va persister en Italie, on verra ça peut-être l'an prochain. Quelqu'un comme Giambattista Vico, héritier napolitain de l'humanisme de la Renaissance, lui va mener la charge contre la nouvelle méthode des études prônée par Descartes. Bon, il reste que la tradition de l'humanisme a longtemps dominé notre système d'enseignement. Aller au lycée, c'était faire ses humanités. L'enseignement du latin et du grec étaient les traces de cet héritage. Alors c'est d'ailleurs pas vrai qu'en France. Les Anglais, les Allemands ont longtemps véhiculé cette tradition. Et c'est encore avec ces Anglais et ces Allemands de l'autre rive, que sont les Américains, qu'on va retrouver cette tradition. À Harvard, il n'y a pas encore si longtemps, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais il n'y a pas longtemps c'était le cas, le discours de réception des diplômes était fait en latin. Et puis je ne suis pas sûr que cette tradition persiste, parce que les latins étaient des blancs impérialistes, comme le disent nos nouveaux censeurs, qui étaient des blancs impérialistes, racistes, et même pas gays comme les Grecs. Ils ont donc été effacés dans l'université actuelle. Mais si quelqu'un veut proposer une réforme de notre système d'enseignement, je crois que c'est vers l'humanisme qu'il faut se tourner pour en tirer des conséquences nouvelles, adaptées à notre temps. Deuxième grande conséquence de cet humanisme italien, c'est le platonisme, en partie mystique, défendu par les humanistes, et lui aussi un héritage très important. L'idée que la réalité peut se ramener à des figures géométriques et à des nombres nourrit l'esprit d'un Galilée. La mystique des nombres, héritée du pythagorisme, l'univers est nombre pour Pythagore, héritée de la Kabbale aussi.
joue un très grand rôle dans l'humanisme. Mais d'ailleurs pour Pico, la Kabbale est le témoin authentique de la source unique de la révélation biblique et de la philosophie grecque qui sont les deux racines du christianisme. Et au centre de la tradition kabbaliste, il y a une numérologie qui permet de calculer le nombre de chaque mot. De Platon, donc le texte le plus diffusé, qui est le Timée, combine cette approche pythagoricienne, la théorie des polyèdres parfaites, qui vient aussi de Pythagore, et une théorie des 4 éléments. Tout ça va se répandre, et va faire répandre l'idée que les symboles mathématiques permettent de déchiffrer le grand livre de la nature. Voilà. Autrement dit, il y a une naissance, en tous les cas, l'un des courants qui conduit à la science moderne, bizarrement, c'est quelque chose qui vient de cette tradition mystique et ésotérique de la Kabbale et du platonisme, revu et corrigé dans la Renaissance italienne. Et cette mystique des nombres, d'ailleurs, comme on l'a dit, joue également un grand rôle en architecture et dans la peinture perspectiviste. Troisièmement, c'est dans l'humanisme renaissant, qui à certains égards coule ses pas dans ceux d'un Cicéron, que se forge le concept de culture, tel que nous l'entendons aujourd'hui, tel que nous l'entendions en tous les cas quand beaucoup d'entre nous ont fait leurs études. L'idéal de l'honnête homme, de l'homme cultivé, vient sans doute de là. Voilà.